Bonjour à tous, et bienvenue à à ce temps, d'échange. Donc, la session va être enregistrée. Est-ce que cela pose, souci à quelqu'un? Sinon, OK, bon, ben, super, merci beaucoup. Donc ce temps d'échange est organisé par, GESCOD, hein, qui est le réseau régional multi-acteurs, du Grand Est, par l'association, Lorraine 1000 écoles et l'association, Terre verte, Burkina. Donc, je me présente brièvement, je suis Jennifer Milon, je suis chargée de mission animation à l'antenne de Châlons-en-Champagne, de GESCOD, et je suis également en charge, d'un suivi de projet de coopération porté par la région Grand Est au Togo et au Bénin, sur le volet agriculture et la mise en place de systèmes alimentaires, durables. Donc, pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir, Alain, Gouba qui est chargé de communication à Terre verte et qui va se présenter, plus en détail, d'ici, 2 petites, minutes. Donc, pour introduire un petit peu, ce temps d'échange, juste quelques petits rappels. 3,2 milliards de personnes sont impactées par la dégradation, des sols dans le monde. Jusqu'à 40 de toutes les terres libres de glace sont déjà dégradées, ce qui a forcément des conséquences sur le climat, sur la biodiversité, sur les moyens de subsistance. Antonio, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit que la restauration des terres dégradées permettrait d'éliminer le carbone de l'atmosphère, d'aider les communautés vulnérables à s'adapter au changement climatique, et elle pourrait également générer une production agricole supplémentaire de 1 400 milliards de dollars par an. Et bien sûr, on constate que le continent africain est le principalement touché par la désertification, et notamment dans sa bande sahélienne. Donc là, l'objet un petit peu, de cette rencontre, hein, est de voir quelles sont les solutions, possibles, et les impacts que cela, a, concrètement, sur le terrain. Donc je vais donc laisser la parole à Alain, et ensuite on vous diffusera un petit film de présentation. Alain, je vous laisse la parole pour vous présenter et puis, présenter le film. Ok. Bonsoir à tous et merci de me donner la parole à cette occasion-là et de présenter quand même Terre verte et puis le film qui va être tout à l'heure visionné. Alors moi je m'appelle Alain Gouba et je suis alors sociologue et agronome. Sociologue parce que j'ai un peu étudié la pédagogie, pas que j'ai un peu étudié, j'ai étudié la pédagogie du changement social. Et donc, j'ai une maîtrise en pédagogie du changement social et une licence en éducation et en développement des adultes. Alors, je suis aussi, euh, au départ, à la base, aussi technicien supérieur d'élevage. Et je suis enfin aussi spécialiste d'agriculture durable après avoir effectivement fait des études à l'Université du Mans ici en France. OK, voilà. Alors, au sein de l'ONG Terre verte, j'occupe le poste de chargé de la formation et de la promotion du bocage. Voilà, c'est le vrai intitulé de mon poste, c'est ça. Et donc, alors, moi, je suis chargé donc d'assurer, si on peut dire, le service après-vente du bocage auprès des partenaires et aussi bien auprès des producteurs. Voilà un peu dit rapidement, ramassé qui je suis. Et donc, ce que je peux dire dans le cadre de cette présente tournée en Europe, c'était justement pour avoir des contacts et présenter le bocage à certains de nos partenaires et puis aussi susciter ce mouvement, en tout cas de soutien et d'adhésion aux causes que nous défendons. Voilà.
Merci beaucoup, Alain. Donc là, le petit film que l'on va vous présenter a été réalisé par le Cinéam, hein, qui est un petit peu l'association, communication, Terre verte et aussi, en collaboration avec l'association Latram, qui est une association, toulousaine. Vous voyez bien là sur l'écran l'image? Oui, OK. Bon, bah, alors je lance le film, il dure, 12 minutes. À tout de ok, suite. pas de souci. Nous sommes au Burkina Faso, précisément dans la région du plateau central, qui est située dans la bande soudano-sahélienne, où les précipitations annuelles varient entre 600 et 700 mm, avec quand même des variations intra- et interannuelles fortes, où aussi on a des terres dans la majorité en voie de dégradation, ou même certains dégradés, où rien ne pousse, qu'on appelle zipélé. Cette dégradation est en partie due aux activités de l'homme et aussi au surpâturage qui est mené par les animaux. L'agriculture dans ce milieu est caractérisée par une agriculture vivrière qui est menée sur des surfaces allant de demi-hectare à 3 hectares par actif familial. Et ce qui est produit, c'est des céréales, le sorgho, le mil, et des légumineuses comme les arachides, le haricot. Et aussi, les familles disposent plus ou moins de troupeaux de bovins, d'ovins et de volailles. En termes de rendement, on a remarqué une baisse considérable depuis les 60 dernières années, de 2 tonnes à l'hectare environ, à moins d'une tonne de nos jours. Ça a pour conséquence en fait une sorte d'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Et une autre conséquence, c'est le déplacement des jeunes des villages vers les villes ou d'autres pays, et aussi vers les sites d'orpaillage où ils espèrent avoir des conditions de vie meilleures. Face à toutes ces difficultés, l'agroécologie s'avère une solution pour pouvoir mieux vivre en milieu rural. Certains paysans pratiquent l'agroécologie de façon parsemée, mais au niveau des fermes pilotes de l'ONG Terre verte, nous avons développé une solution qui est d'intégrer tous les aspects de l'agroécologie en un seul lieu que nous appelons le périmètre bocager. Alors, nous sommes dans le périmètre bocager de Tankouri et au point bas d'une de ces parcelles où, après quelques jours de pluie, la mare est presque remplie. Voilà, pour montrer effectivement que le périmètre bocager, son principe de base, c'est de pouvoir garder l'eau de pluie dans la parcelle, grâce donc à la diguette et aussi à la haie vive. Donc, s'il n'y avait pas ce dispositif-là, toute cette eau qui est recueillie ici, en fait, irait à l'extérieur et puis ça ne pourrait pas servir en fait aux plantes et aux cultures là. Le périmètre bocager est idéalement aménagé sur des terrains en voie de dégradation ou des terrains déjà dégradés, donc les IPL surtout. Comme il est sur une surface souvent assez vaste, donc on crée par là en fait un paysage de bocage sahélien. La digue, c'est un des éléments importants du périmètre bocager parce que c'est elle qui permet de garder l'eau de la pluie dans la parcelle. On s'est inspiré de ce que des paysans faisaient dans le temps pour l'intégrer dans notre système d'aménagement. La digue, avec le temps, elle va s'éroder, elle est appelée à disparaître et elle va être renforcée par la haie vive qui va permettre entre autres l'infiltration de l'eau. Le fait d'avoir pu associer la digue et la haie vive, c'est ça en fait notre apport dans le système de captage de l'eau de pluie dans les parcelles. Dans le périmètre bocager, chaque famille dispose de 4 champs pour favoriser en fait la rotation culturelle. Au total, chacun a 2,56 hectares à cultiver. Et chaque champ a une longueur de 160 mètres et une largeur de 40 mètres. Les études ont montré que pour empêcher l'eau de ruissellement de prendre de la force, de prendre de la vitesse, il faut pouvoir l'arrêter au maximum à chaque 50 mètres. Donc nous, on a choisi donc de faire 40 mètres pour avoir en fait le carré de 160 par 160 là, où on peut faire pivoter
les parcelles selon la configuration des pentes. Dans l'axe de chaque parcelle, il y a une ligne d'arbres qui est plantée. Et également, au bord de la mare, on plante également des arbres de signalement pour montrer que voilà, il y a un trou et qu'il faut faire attention. À travers donc la présence de ces arbres-là, on intègre le concept d'agroforesterie dans le périmètre bocager. Un des principes également du périmètre bocager, c'est qu'il y a besoin que le site soit protégé, tout simplement à cause de la divagation des animaux. Les animaux vont piétiner les diguettes, ça va les fragiliser, ils vont manger les arbustes, ils vont manger les cultures. Et donc, pour éviter que tous ces investissements soient réduits à néant, il faut protéger grâce à la clôture grillagée. Et cette clôture-là est renforcée par une haie vive. Donc la clôture en fait est insérée entre deux lignes d'arbres. Et c'est ce système-là que nous appelons la haie mixte. Lorsque des agriculteurs sont intéressés pour l'aménagement d'un périmètre bocager, la première étape, c'est d'abord qu'ils puissent s'entendre sur un site qu'ils ont préalablement identifié. Et après cette entente-là, ils approchent la ferme pilote avec donc cette demande. Et une réunion va être organisée au niveau du quartier ou bien du village des demandeurs, avec qui on va échanger sur le pourquoi, voilà, se rassurer sur comment est-ce qu'ils se sont entendus et s'il n'y a pas de souci. Alors, on part à l'étape suivante qui est celle de la visite du terrain. Et c'est eux qui vont nous montrer les limites de la zone qu'ils veulent aménager. Nous, on est juste là pour donner notre avis technique sur la faisabilité ou pas de l'aménagement. Une fois que c'est réalisable, on passe à une autre étape, l'arpentage, c'est-à-dire les mesures au sol, les travaux topographiques. Après cette étape, les futurs lots vont être matérialisés au sol à travers des bornages. On commence en fait une sorte de remembrement du terrain. C'est-à-dire que chaque demandeur va recevoir la même surface, 2 hectares 56. Voilà. La phase de réattribution des lots se fait donc par les paysans, avec nous qui les accompagnons avec le plan. Et nous, on mentionne les personnes qui vont cultiver dans tel lot, dans lot numéro 1, lot numéro 2, c'est telle personne, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine. Ce sont ces propriétaires-là qui vont former le groupement foncier, qui va avoir en fait des représentants auprès de la ferme, qui est là pour les accompagner dans l'aménagement des périmètres bocagers. La phase d'aménagement du périmètre bocager, à travers donc le creusage des mares, le creusage des tranchées, des trous d'arbres, se fait selon le concept des IMO. Et donc nous, on se base sur ce concept-là pour recruter des contracteurs, des équipes qui vont participer aux travaux. Donc ça fait une entrée financière considérable en fait au sein de l'économie à travers donc la rémunération des équipes après tous les travaux de creusage et autres. Alors, le coût moyen d'aménagement d'un périmètre bocager tourne en fait autour dans la fourchette de 800 à 1000 euros l'hectare. Donc c'est y compris le grillage, y compris la paye des IMO en fait. On réalise des économies d'échelle en aménageant de vastes surfaces. C'est pour ça que pour nous l'idéal c'est à partir de 100 hectares. Pour 100 hectares, on a en gros une trentaine de familles. L'agriculteur seul ne peut pas s'offrir cela.
parce que d'abord le grillage qui est utilisé pour réaliser la clôture, ce grillage est importé. Donc il y a le coût qui va avec, mais c'est du grillage qui, lorsqu'il est implanté, il peut durer 30 ans. Et donc le périmètre bocager, c'est un investissement pour le développement agricole. Et pour ça, il y a besoin, en tout cas, d'appui des pouvoirs publics, des bailleurs, pour pouvoir réaliser ça. Et surtout que c'est un aménagement qui dure. Les activités de la ferme ne se limitent pas à la phase d'aménagement. Il y a la phase de mise en valeur du périmètre à travers donc, la plantation des haies vives internes et aussi à travers la mise en place de techniques d'agriculture durable qui sont conseillées, proposées aux agriculteurs par les animateurs dans les périmètres bocagers. Donc grâce à ces conseils, les agriculteurs s'approprient peu à peu ces différentes techniques qui sont basées sur le zaï que nous voyons sur cette parcelle-là. La rotation culturelle, le pâturage rationnel et aussi des techniques d'entretien des cultures telles que le sarclage localisé, l'utilisation du rouleau FACA. Et également, la ferme pilote réalise des expériences pour ensuite les proposer aux agriculteurs. Cette partie de la recherche-action et du conseil aux agriculteurs fait que voilà, nous estimons qu'une ferme pilote est nécessaire quand il y a un périmètre bocager. La ferme pilote est en fait la cheville ouvrière des associations intervillages qui leur appartient. Et donc, tout ce dispositif-là d'aménagement, de production agricole, de plantation des arbres, d'intégration de l'élevage, en fait, à travers ça, la ferme crée un New Deal. C'est une nouvelle conception de la vie en milieu rural, liée étroitement, en tout cas, à la gestion de la terre, où agriculture n'est plus synonyme de mauvaise récolte, ou n'est plus synonyme d'érosion des sols, de dégradation des sols, ou élevage, ce n'est plus un synonyme de divagation ou de surpâturage, et surtout où les arbres sont intégrés dans l'environnement pour que toutes ces trois entités puissent former en tout cas un cadre harmonieux pour la production agro-silvopastorale. J'arrête le partage. Donc, à la suite à ce film, est-ce que vous pouvez nous dire combien, parce que là on voit effectivement l'aménagement d'un périmètre et un petit peu la conception, en quoi cela consiste. À ce jour, il y a combien de fermes et de périmètres qui ont été mis en place au Burkina? Et à ce jour, nous avons 5 fermes qui sont opérationnelles, enfin, qui ont été mises en place sur le territoire burkinabé. Okay. Donc, bon, bien évidemment, il y a certaines qui ne sont pas fonctionnelles à 100% à cause du contexte sécuritaire, parce que nous sommes surtout dans la région nord du pays. Donc, il y a certaines qui sont affectées. Alors, en termes de périmètre aménagé, je vais peut-être vous parler du nombre d'hectares, parce que je crois qu'on est autour de 3000 et quelques hectares aménagés, et voilà, qui peuvent être exploités, qui sont profitables à plus de 5000 personnes.
Voilà. Famille, pardon. Famille, 5000 familles. Alors, pour connaître le nombre de personnes, il faut multiplier la famille par Oui. 9 ou 10. Oui. Voilà. Donc, Oui, un chiffre, c'est ça. c'est déjà conséquent. Oui. Alors, si vous souhaitez poser des questions ou si vous avez des remarques, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main ou bien mettre des petites notes dans la conversation et ouais, nous pourrons relayer. Est-ce qu'en fait, bon là, parce qu'on voit quand même, enfin, c'est quand même en termes de mise en œuvre, c'est quand même assez conséquent. Donc là, on voit bien que, bon, depuis de nombreuses années maintenant, vous travaillez à la mise en place de plusieurs fermes et périmètres. Mais est-ce qu'à votre avis, il est possible de faire ça à grande échelle, à une plus grande échelle? Et si oui, quelles seraient les conditions? Et très belle question, parce que, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose qui peut se faire à plus grande échelle s'il y a un engagement particulier des autorités. Parce que vous savez, c'est une question qui touche au foncier et c'est assez délicat, les problèmes fonciers. Donc, mais la grande majorité du territoire est dégradé. Donc, c'est théoriquement aménageable. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons qu'il faut qu'il y ait un accompagnement fort des autorités parce que le système a montré, disons, on appelle ses avantages. Et donc, on croit qu'on peut bien l'étendre à plusieurs personnes. Et nous voyons quand nous recevons les visiteurs chez la ferme de Gué principalement, chacun veut que la même chose soit reproduite chez eux. Donc, c'est quelque chose qui intéresse les gens, mais il faut certaines conditions à mettre en œuvre. Et nous avons eu un projet qui s'appelle, bon, j'ai l'ancien nom, qui s'appelait le Pataé, qui était donc un projet d'appui à la transition agroécologique qui a été financé par la CEDEAO et puis l'AFD et qui visait justement à étudier le modèle, certaines conditions. On a fait des études environnementales, des études sociologiques, des études agronomiques pour comprendre, pour voir quels sont les effets du bocage, par exemple, sur la restauration du sol, quels sont les effets sociaux, etc. Donc, toutes ces études ont été faites et l'objectif à terme, c'était que si les choses se passaient bien, on puisse passer à une mise à l'échelle du bocage dans non seulement le Burkina, mais dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour dire que bon, c'est quelque chose qui est effectivement faisable et envisageable. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, enfin, bon, pour ceux qui accompagnent des projets sur le volet agricole en Afrique, on connaît la problématique du foncier qui en plus est différente d'un pays à un autre. Donc là, concrètement, quand en fait vous avez des, des- des- des personnes qui souhaitent mettre en place un périmètre, il y a une négociation avec les autorités locales. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières ou en général elles adhèrent au projet? Eh bien oui, et il y a toujours des difficultés qui sont plus ou moins grandes selon aussi les, les régions et le contexte culturel. Voilà, parce que c'est pas, en fait, comme il l'a dit dans le film, ce sont les paysans qui vont aller choisir, disons, le site d'implantation du périmètre. Et cela se passe avec beaucoup de tractations. Et il y a certains moments où les tractations peuvent durer 10 ans. Il y a eu des cas. Et il y en a aussi où ça peut durer peut-être 3 mois, moins d'une année. Ils se sont vite entendus, ils ont trouvé un terrain pour nous permettre d'aménager. Nous ne nous mêlons pas dans ces choix-là parce que c'est assez délicat, c'est culturel, c'est vraiment entre eux. On n'a pas, la femme n'a pas vocation à aller s'intégrer là-bas. Nous, comme il a dit dans le film, c'est de venir voir, on dit, bon, voilà ce terrain-là, est-ce que vous pouvez l'aménager pour nous? On regarde techniquement si c'est possible, on dit oui, c'est aménageable.
Et donc, c'est eux qui s'entendent, ils vont trouver la superficie qu'ils vont nous donner à aménager, etc. Et nous venons, nous faisons le travail. Donc, souvent, il y a beaucoup, les tractations peuvent durer beaucoup d'années. Un tel va dire non, je ne veux pas que mon terrain soit dedans, ou bien je ne veux pas que cette partie. Donc, c'est toujours des tractations. C'est eux qui s'entendent, et lorsqu'ils se sont entendus, bon, ils informent les autorités, ils informent la ferme, et puis voilà, on vient aménager pour eux, si c'est possible. Voilà. Alors, nous avons une question, en fait, voilà, effectivement, les précipitations sont de plus en plus problématiques en Afrique de l'Ouest. Quel est le rythme des pluies minimum pour que le système de bocage fonctionne? Vous voulez parler des les Les précipitations précipitations, oui. minimales? Mm. OK. Bon, jusqu'à présent, ici, nous sommes dans la zone sahélienne et notre isouette vraiment tourne autour de 500-600 mm par an. Donc, on se dit que si c'est bien réparti, il n'y a pas de problème parce que le vrai problème, c'est la répartition. Ce n'est pas la quantité parce que quand c'est bien réparti, si chaque 3 jours, 4 jours, 5 jours, on a une pluie, même petite, ça permet quand même à la plante d'échapper au stress hydrique et avec les poquets de zaï, avec le compost contenu dans le compost. Donc, ça garde l'humidité pendant peut-être une semaine, souvent jusqu'à 10 jours. Donc, si les précipitations sont régulières, ça peut aller. Donc, pour le moment, nous sommes à cette isole-là. Bon, et on n'est pas descendu. Il n'y en a pas moins que ça au Burkina. Donc, on se dit que ça doit pouvoir aller avec cette isole, cette quantité de pluie qui tombe annuellement, 600, 500 mm, 600. Voilà. Moi, j'avais une question, effectivement, sur donc cet aménagement. Est-ce que parmi les bénéficiaires, il y a des jeunes? Est-ce que vous avez des jeunes qui se disent bah, tiens, oui, je souhaite bénéficier d'une parcelle dans le périmètre? Ou c'est plutôt réservé à une catégorie d'âge plus spécifique? Alors, les périmètres sont exploités par des familles. Donc, à l'intérieur des familles, bien sûr, il y a toutes les classes d'âge là. Et donc, c'est le chef de famille qui va donner, qui va du moins se désigner ceux qui ont droit à des parcelles dans le périmètre. Et parmi ces personnes désignées-là, il y a des jeunes parce que en tant que chef de famille, il peut avoir sa parcelle, mais il pense à ses enfants, il pense à ses neveux, ses cousins. Donc, il y a des jeunes qui exploitent les parcelles dans les périmètres. Et par rapport à enfin moi je me souviens d'échanges avec le directeur de la ferme de Goéma, hein, au moment où on parlait effectivement de la mise en place du ZAI et de la pénibilité que cela pouvait, représenter puisque bon, Mamadi me disait, enfin voilà, pour mettre, 1 hectare, en ZAI, c'est à peu près 900 heures de travail, donc ce qui est quand même, énorme. Est-ce que ça, c'est un frein ou finalement les personnes se disent: «Bon, ben, non, on le fait parce qu'on sait que, à terme, ça portera ses fruits»? Oui, c'est un frein parce que la pénibilité du travail, c'est une réalité. Alors, moi, j'ai ce que j'appelle j'ai une manière de montrer aux paysans comment exploiter rationnellement leur temps afin de ne pas être victime justement de cette pénibilité du travail. Alors, donc, nous prenons, moi j'ai un terme qui est spécifique à moi et puis j'appelle ça manger un éléphant. Alors, donc, il faut les appeler, il faut les amener. Bon, manger un éléphant, c'est, si vous voulez, caricatural, mais ce n'est pas dit qu'on mange des éléphants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les apprend à planifier leurs activités. Et pour donner un sens à mon expression, voilà, nous sommes peut-être une dizaine, une douzaine de personnes ici aujourd'hui. Là. Et supposons que nous soyons dans la même salle et qu'on nous donne un éléphant à manger, on nous dit, alors débrouillez-vous, terminez cet éléphant-là aujourd'hui. Vous savez que c'est pratiquement impossible. On a beau être vorace, on ne pourra pas terminer cet éléphant. Maintenant, si on nous donne un temps,
on nous dit de planifier notre temps pour terminer cet éléphant-là. On va le terminer au bout d'1 mois, de 2 mois, peut-être de 3 mois. En tout cas, on le finira. Alors, donc, en termes agricoles, comment il faut le présenter, c'est-à-dire que je fais toujours un parallèle quand j'ai ces paysans-là en face de moi qui se plaignent de la pénibilité, je ne la nie pas, et je dis, mais essayez de vous comparer aux fonctionnaires. Voilà, un fonctionnaire, il travaille combien de temps dans l'année? Ils me disent 11 mois, il se repose 1 mois. Et vous travaillez combien de temps? 3 mois, 4 mois maximum, et on se repose 9 mois ou 8 mois. Voilà, je dis donc, vous voyez que vous n'avez pas le même temps de travail. Et donc, il faut essayer de faire comme ce que les fonctionnaires font. Ce n'est pas forcément la vérité, mais il faut planifier. Donc, je l'ai dit, commencez tôt. Dès que vous avez récolté, disons, vos récoltes, si je peux parler comme ça, voilà. Donc, vous commencez déjà à aménager votre champ et vous pouvez vous permettre de creuser peut-être 20 trous de zaï par jour, dès novembre, décembre. Et en 10 jours, si vous faites 20, vous avez 200 trous. Donc, en 1 mois, vous avez 200 fois 3, etc., etc. Donc, d'ici mai, vous pouvez aménager un hectare sans sentir une fatigue. Parce que le travail, c'est quoi? Quand les paysans finissent, ils rentrent à la maison, ils se reposent, ils ont des récoltes, ils vont faire des funérailles, ils vont aller de marché à marché. Et puis, voilà, ils dorment sur leur laurier. Et quand la saison est à 3 mois, ils se lèvent pour les creuser des trous. Donc, voilà. Deuxième chose, il faut aussi aller par étapes. Donc, vous allez faire des petites parcelles. Il y a une technique que nous sommes en train de les enseigner actuellement, par exemple, qui nous vient du Zimbabwe, qu'on appelle le Funfunza, et sur un terrain de 39 mètres sur 16, c'est-à-dire 624 mètres carrés, si je calcule bien, on peut produire dans des conditions optimales en appliquant toutes les techniques agroécologiques des semences et des rendements qui partent autour d'une tonne. 624 mètres carrés. Donc, ce n'est pas grand-chose. Alors, donc, on conseille à ces paysans d'aller par étapes. Et en faisant un champ de 624 mètres carrés cette année, qui peut nourrir une famille de 5 à 6 personnes, donc, vous voyez la taille de votre famille. Et donc, vous pouvez faire 2 champs, 3 champs de 624 mètres carrés, ça ne coûte rien, ce n'est pas énorme. L'année prochaine, quand vous revenez encore, si vous voulez faire beaucoup d'hectares, 1 hectare, vous juxtaposez les nouvelles parcelles là aux anciennes. C'est ça, manger l'éléphant là. Vous les collez bout à bout. Au bout d'1 an, de 2 ans, vous avez 1 hectare, 2 hectares aménagés en zaï, sans avoir senti le travail. Donc, tout notre travail d'animation, etc., consiste à mettre cela dans la tête des paysans, et à savoir que, bon, on peut effectivement faire une agriculture écologiquement intensive, mais en planifiant les activités. Voilà. Parce que, par exemple, ramasser du paillage pour mettre sur la parcelle, on leur dit, mais écoutez, ce qui correspond chez vous ici à l'automne, là, chez nous aussi à cette période-là, les feuilles des arbres tombent aussi beaucoup. On peut les ramasser. Mais avec un sac, là, ça ne fait même pas 1 kilogramme. Chaque jour, quand tu vas creuser tes 20 trous de zaï, au retour, tu ramasses de la paille ou bien des feuilles des arbres morts, tu mets dans un coin de la maison. Chaque jour, comme ça, tu as 30 sacs par mois. Et voilà, donc au bout de 3-4 mois, tu as des sacs qui ne te coûtent rien, ça ne pèse même pas 1 kilogramme. Et après, maintenant, pendant la saison, tu y penses sur ton champ et tu as du paillage. Et cela permet aussi aux cultures d'être protégées du soleil et de permettre une bonne infiltration de l'eau quand elle tombe. Voilà. On a aussi d'autres questions là pour revenir sur le foncier. En fait, il y a une question qui se pose, à qui appartenaient les terrains avant la mise en place du périmètre? Est-ce que c'était des terrains publics ou des terres familiales qui sont cédées? Et ensuite, quel est le schéma de la propriété après le remembrement? Est-ce que chaque parcelle est détenue par des particuliers ou bien il y a une forme juridique qui est créée? Est-ce qu'il existe un groupement foncier? Voilà. Enfin, comment, juridiquement, quel est le statut en fait, juridique qui est adopté?
Oui, les terres d'abord appartiennent à des familles, et donc c'est des biens familiaux, des propriétés familiales. Et l'autre gros problème, c'est le statut juridique. Effectivement, ils sont organisés en groupement foncier. Voilà, parce que c'est une association de villages, etc. Il y a des groupements fonciers. Malheureusement, ils ne sont pas, ces groupements fonciers-là n'ont pas une reconnaissance légale au Burkina actuellement. Et le ministre de l'Agriculture nous avait instruit de mettre en place une commission pour essayer de faire des propositions afin de pouvoir voir dans quelle mesure on peut essayer d'intégrer ça dans le cadastre burkinabé. Donc, le travail est toujours en cours. Bon, il y a beaucoup de changements institutionnels qui se passent, comme vous le voyez. Donc, ça ralentit certaines choses, mais le problème est effectivement posé. Et effectivement, ce n'est pas juridiquement reconnu, mais au stade actuel, les périmètres que vous voyez implantés, il serait difficile que quelqu'un vienne les démanteler parce que c'est un bien communautaire et les populations ne vont pas se laisser faire. Même s'il n'y a pas une forme juridique, ça va amener en tout cas beaucoup de tensions avec le gouvernement. Donc, on préfère garder la situation, qu'on passe le statu quo en attendant que les textes viennent de régulariser. Donc, ils ont une forme de sécurité parce que dans certains de périmètres, ils appellent même, ils nous appellent de venir aménager des périmètres parce que, vous voyez, il y a beaucoup, à ce moment, il y a le boom, comment on appelle ça, immobilier. Et donc, les sociétés immobilières là, viennent prendre les grandes surfaces pour faire des cités de logements pour les citadins. Et souvent, il y a certains qui viennent nous dire, ah, venez faire imprimer chez nous afin que les sociétés immobilières ne viennent pas occuper les terrains. Donc, voilà, il y a vraiment une certaine sécurité, même si elle n'est pas dite, mais qui est là. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou poser une question à Alain? Oui, je voudrais bien poser une question Oui. Concernant en particulier la gestion du cheptel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a sur ces grandes surfaces, j'ai vu à un moment, il y a des moutons, il y a des vaches, etc., qui viennent brouter. Comment vous gérez l'importance du cheptel, hein, puisque ce cheptel va donner, va permettre d'avoir du lait par endroit. Est-ce qu'il y a une régulation? Est-ce que c'est géré à l'ensemble de ces zones? Comment vous faites pour cette gestion du cheptel? Et deuxième point, est-ce qu'il y a une direction générale ou plutôt la possibilité de gérer ensemble les volumes de semences à mettre en place? Est-ce qu'il y a également des plans de culture pour qu'il y ait une certaine diversification? Voilà les deux questions que je vais vous poser. Si vous pouvez reprendre la dernière question encore, je n'ai pas très bien compris. Oui, comment vous gérez les besoins des populations en termes d'alimentation sur ces parcelles? Est-ce que quelqu'un peut faire tout dans une certaine culture? J'ai vu qu'il y avait quand même de l'assolement possible, mais est-ce qu'il y a globalement des problèmes, entre guillemets, de surproduction, par exemple? Et puis on dit, non, ça, il faudrait que l'an prochain, on produise moins ce type de plantes. Est-ce qu'il y a une gestion générale? D'accord. OK. Donc, il y avait le cheptel d'abord et puis ensuite la gestion des ressources Voilà. alimentaires. Hein. Voilà. D'accord. Alors, pour le cheptel, il y a, comment je peux dire ça rapidement, c'est que l'objectif de ces périmètres que nous aménageons, c'est effectivement d'intégrer l'agriculture à l'élevage pour préserver l'environnement. Donc, nous avons des surfaces de prairies qui sont prévues à l'intérieur de ces périmètres-là et qui permettent que les animaux des propriétaires, des exploitants puissent venir pâturer dans le périmètre au moyen de la clôture électrique, une clôture électrique qui est alimentée par le soleil, comme nous avons tellement de soleil chez nous. Donc, en tout cas, on arrive au sein des périmètres à faire ça. Et cela est vraiment un bel exemple parce que
l'agriculture et l'élevage sont toujours combattus au Burkina parce que, si vous voyez même, c'est un des… La crise actuelle aussi attire un peu ses fondements aussi de ces aspects-là. Donc, voilà. Donc, on arrive à montrer aux gens que élevage n'est pas systématiquement synonyme de destruction de l'environnement et n'est pas antinomique aussi avec l'agriculture grâce à ces périmètres, pardon, à ces clôtures électriques que nous essayons d'implémenter. Donc là, on résout ça. Mais maintenant, à l'échelle du village, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre tous les troupeaux du village parce que ce n'est pas tous les membres du village qui sont membres tous les habitants du village qui sont membres du périmètre. Donc, en mettant une haie grillagée, enserrée par 2 rangées d'arbres, on isole le périmètre de l'extérieur et on empêche justement l'entrée des animaux dans le périmètre pour détruire les cultures. Et donc, les arbres qui sont plantés dans la haie ne sont pas fourragés, contrairement à ce qu'on remarque ici en France. Parce que si on les mettait fourragés, les animaux vont les manger chaque fois et ils vont pouvoir traverser le grillage au bout d'un certain moment. Alors, pour oui, il y a… Là, je voulais ajouter une petite chose, parce qu'en tant qu'association Mille Écoles, on travaille avec en particulier la ferme pilote de Goema. Et sur l'élevage et le lien avec les éleveurs en particulier, à Goema, ils ont poursuivi un projet relativement important de négociation avec des éleveurs peuls qui sont aux environs de la ferme. Et les troupeaux des éleveurs peuls, de façon négociée, peuvent rentrer dans 2 cas, en fait. Dans les parcelles, il y a un système d'assolement qui est un assolement sur 4 ans où il y a une année de jachère, systématiquement. Sur une des 4 parcelles, voilà, il y a une année de jachère, puisqu'il faut reconstituer quand même les sols. Et donc, on fait rentrer les animaux sur ces parcelles en jachère une fois qu'il y a de l'herbe. Ça va permettre d'amender le sol. Et on va faire rentrer aussi les animaux à des moments après les récoltes. C'est-à-dire qu'après les récoltes, on ne coupe pas le mil au ras, on va le couper à 1 mètre, en gros, et les troupeaux vont pouvoir rentrer. Donc, c'est une forme aussi, je dirais, de résilience hyper importante dans la négociation entre les agriculteurs Mossi et les éleveurs peuls, quoi. Je veux dire quelque part. Voilà, il y a des troupeaux de l'extérieur qui peuvent rentrer, mais c'est toujours une négociation avec les agriculteurs, quoi. Il faut le faire accepter aussi aux agriculteurs, voilà, mais qui très vite le comprennent parce que les terres s'améliorent notablement. Voilà. Donc c'est ça, il y a cet échange, voilà, d'éjection animale contre débris alimentaires des champs. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, pour la deuxième question, c'est que vous demandiez s'il y avait, par exemple, des excédents alimentaires ou bien c'était qui pouvaient amener à ce qu'on redimensionne ou bien on redéfinisse le mode d'exploitation. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc, bon, c'est vrai que, les excédents ne sont pas au point où il faut vraiment avoir… C'est vrai qu'il y a je veux dire qu'il y a selon les années, il y a des récoltes, il y a des années de bonnes récoltes, par exemple comme la campagne qui est passée cette année. D'accord. Donc, il y a des bons rendements, il y a des bonnes récoltes, mais pas au point où on puisse changer de production l'année prochaine. Donc, vous allez pouvoir trouver dans certains périmètres, si vous allez interroger les paysans, vous allez trouver des récoltes de 2-3 ans qui gardent dans les greniers, mais ils font, grosso modo, ils suivent la rotation agricole là, pour aménager et pour, disons, conserver, restaurer la fertilité du sol en tout cas. Mais est-ce que chaque exploitant, s'il a des excédents, peut les vendre au marché? C'est possible, oui, ça? Oui. Ou faire des échanges avec d'autres paysans? Tout à fait, parce que alors, sur les périmètres, nous avons défini les périmètres comme l'assurance récolte, c'est-à-dire que quel que soit, depuis 30 ans, on n'a jamais eu une année où les périmètres, sur les périmètres, il y a une récolte vraiment zéro. Donc, il y a toujours, quel que soit l'état de la saison, quand la saison est mauvaise,
tous ceux qui ont des champs dans les périmètres sentir toujours quelque chose qui leur permet quand même de vivre pour l'année. Donc, c'est une assurance récolte. Et donc, en année de bonne récolte, ils vendent sur le marché et ils vendent. Il y a des cultures, par exemple, quand ils font la rotation, et puis cette année-là, c'est par exemple des légumineuses comme les arachides ou bien le niébé. Ça, c'est des produits qu'on vend aussi sur le marché et qui viennent en appui à l'économie familiale. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Bon. Oui, je veux bien poser une question. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai peut-être pas tout compris, mais quelle est l'utilité de la ferme école? De la ferme pilote. Pilote, pardon, oui, ferme pilote. Alors, la ferme pilote, c'est ce qu'on appelle la cheville ouvrière de tous les dispositifs de mise en place du bocage sahélien. Donc, si on peut schématiser, on peut dire que c'est un peu c'est un peu le bras technico-administratif qui permet d'implanter le périmètre dans le village. Donc, c'est elle qui gère tous les aspects techniques, qui gère les relations entre l'association intervillage et les exploitants du périmètre. Elle est à la disposition justement de l'association intervillage pour exécuter un certain nombre de travaux, notamment, par exemple, des appuis techniques avec du matériel. Vous avez vu les tracteurs tout à l'heure qui faisait du l'OFACA, ou bien comment on arrose les plants, des périmètres avec des citernes d'eau, etc. S'il n'y a pas cette ferme pilote-là pour faire ça, les paysans n'ont pas les moyens, effectivement, de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Donc, il y a du personnel qui est là, par exemple, pour faire l'arpentage, pour faire tous ces reboisements d'arbres, etc., avec des normes. C'est le personnel de la ferme technique qui le fait, la ferme pilote qui le fait. Donc, elle est vraiment la cheville ouvrière du dispositif. Et du coup, qui finance cette ferme pilote? Alors, cette ferme pilote est financée justement par des partenaires, comme par exemple Mille Écoles dans le cas de Goema et d'autres partenaires qui financent le fonctionnement de ces fermes-là parce que ce serait trop tôt de sévrer les paysans des services de cette ferme-là si on veut vraiment voir pérenniser les actions dans le long terme. Maintenant, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse pour voir comment effectivement plus tard, voilà, comment autonomiser les gens. Ça, c'est vraiment aussi une question qu'il faut déjà commencer à envisager parce que voilà, l'aide, c'est bien, mais c'est mieux de ne pas être perfusé tout le temps. Ouais, je voulais ajouter en tant que partenaire d'une ferme pilote, celle de Goema, c'est vraiment un outil, je dirais, de conseiller technique agricole. En fait, nous on appellerait ça comme ça ici dans notre contexte européen ou français, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, je veux dire, hyper utiles sur la mise en œuvre du concept du bocage, mais aussi sur tous les conseils qu'ils vont donner ensuite aux paysans sur les rotations de culture, sur l'utilisation d'usailles, etc. Et tout, quoi. Je veux dire, ça, c'est important aussi. Ils organisent d'ailleurs chaque année des enquêtes de terrain avec des concours qu'ils appellent les ruralises, où les meilleurs paysans reçoivent des lots, ça peut être des lots de semences, des lots de compost, des lots de... Pour les meilleurs, ça peut être une moto. Chaque année, enfin, des choses qui valorisent, je veux dire, qui sont là aussi pour. C'est important, ça dynamise le travail au sein du périmètre, parce qu'il ne faut pas se cacher, il l'a dit tout à l'heure, que c'est un travail difficile et que donc on a des rendements qui sont quand même de l'ordre de une fois et demie pour les plus mauvaises années à 2 ou 3 fois à l'hectare ce qu'on est capable de faire hors périmètre. Donc mais pour ça, il y a une intensité de travail qui est plus importante que
dans l'agriculture qui n'est pas en périmètre. Voilà. On a par exemple un tracteur là, qui permet de décolmater le sol pour que les paysans puissent les creuser et puis faire des trous d'usaille. Et s'il n'y a pas tous ces dispositifs-là, ce n'est pas de la mécanisation poussée, mais c'est juste pour aider les paysans à vraiment faire avec aisance certaines tâches qui sont pénibles, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez été amené à apporter des nouvelles cultures, ou alors c'est les cultures traditionnelles du Burkina? Oui, nous n'avons pas introduit de nouvelles cultures parce que l'objectif pour nous, c'est que les paysans puissent déjà se nourrir de leur récolte traditionnelle qu'ils ont l'habitude d'exploiter. Donc, maintenant que certains puissent introduire d'autres choses, je ne le garantis pas à 100%, mais c'est très rare, je n'en ai jamais vu. Et déjà, il faut déjà produire ce que nous consommons et puis consommer ce que nous produisons, comme on le dit. Exactement. Voilà. Ouais. Ok, merci. Merci. Il y a également une question sur les intrants, l'utilisation des intrants. Est-ce que ce sont des intrants chimiques, des intrants bio? Est-ce qu'on est plutôt dans la mise en œuvre d'agroécologie? Comment ça se passe? Oui, comme l'a dit Eric tout à l'heure, c'est le rôle de la ferme pilote de faire de l'animation. Et je suis responsable justement à ce niveau-là aussi, que l'animation puisse effectivement montrer aux paysans les différentes facettes et les méfaits, etc., de l'utilisation de ces choses. C'est pourquoi, pendant les concours il a parlé, dont il a parlé tout à l'heure, un des aspects, c'est qu'il ne faut pas utiliser ces engrais-là. Et il y a des enquêteurs qui passent. Et quand je dis enquêteurs, ce n'est pas au terme policier. Mais les animateurs de la ferme là passent et on les appelle des enquêteurs. Et il y a un certain nombre de critères qui regardent dans le champ de chaque exploitant. Donc, vous savez, si on met de l'engrais chimique dans un champ, déjà quand nous, techniciens, nous passons, nous pouvons déjà le savoir. Ou bien aussi en posant des questions pièges, on peut savoir s'il a utilisé de l'engrais chimique ou pas. Donc, dès que quelqu'un utilise ça, il n'est plus éligible, donc il est rayé. Et ça fait que quand il voit les prix, comme il a dit, quelqu'un qui reçoit une moto, quelqu'un qui reçoit une tonne de compost, etc., et toi, à cause de l'engrais chimique, tu rates, alors ils font attention l'année prochaine et ils se conforment. Parce qu'on ne les a rien imposé, parce que le périmètre ne nous appartient pas. C'est leur périmètre, mais nous sommes là. Notre chose, c'est un peu de la veille pour leur dire, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ce n'est pas bon. Donc, pas d'engrais chimique officiellement, mais certainement, il y a certains qui utilisent, parce que comme on dit, on arrive à détecter certains qui ont utilisé. Et pas d'herbicides aussi. Effectivement, il y a certains aussi qui utilisent. Mais au regard des prix, beaucoup ont tendance à abandonner et tout le monde va dans le sens que nous voulons. Voilà. Edith, vous souhaitiez prendre la parole? Tu mets ton son, Edith. Oui, oui. Bon, je voulais un peu expliquer à monsieur Didier, je crois, une chose qui m'avait étonnée, moi, quand au début où j'étais au Burkina, c'était de penser qu'il fallait faire des formations à des paysans qui étaient paysans depuis des générations. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut qu'ils mettent en place des méthodes de culture totalement différentes de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Bon, avant, les paysans, ils faisaient une culture, ils développaient une agriculture extensive, c'est-à-dire qu'ils faisaient des champs à un certain endroit. Quand le champ ne donnait plus, ils partaient ailleurs. Et ils bougeaient comme ça avec leur famille, ils s'installaient ailleurs et tout. Aujourd'hui, la population a beaucoup grossi. Il y a des frontières qui sont existantes et tout. Et ils sont obligés de faire une agriculture intensive, sur place, qui ne bouge plus. Et donc, en fait, ce sont des méthodes tout à fait nouvelles pour eux.
Et c'est ça que, enfin, j'allais dire, l'apport de la ferme pilote, c'est de leur apprendre à faire de l'agriculture avec des méthodes tout à fait différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant. D'où l'importance parce que des méthodes différentes, ça veut dire que c'est lent à intégrer. Et donc, il y a besoin d'avoir un appui technique régulier avant que vraiment ça se mette en place d'une manière définitive, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ce que se posait comme question le rôle de la ferme pilote. Tout à fait, merci. Ouais. C'était un complément important. Mhm. Tu peux rebondir. Si tu veux ajouter quelque chose. Donc, Edith a été très claire. Ouais. Tout à fait. Du coup, moi, j'avais une question parce que c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, hein, sur effectivement l'autonomie financière de la ferme, c'est compliqué et qu'il faut bien sûr derrière des partenaires financiers pour pouvoir pérenniser. Mais du coup, est-ce que les bénéficiaires des parcelles versent une contribution ou contribuent effectivement au fonctionnement de la ferme ou pas du tout? Oui, parce que quand il y a des travaux dans leur champ, par exemple l'utilisation d'un tracteur, tout ce que vous avez vu comme chose, ils contribuent. Ils contribuent et aussi à la création du périmètre, aussi, on demande des contributions qui sont assez symboliques. Voilà, qui sont assez symboliques et qui sont aussi gages de leur engagement qui permet de savoir qu'ils sont réellement intéressés. Donc, il y a des contributions. Et il y a beaucoup de services qui sont payants, mais à des tarifs subventionnés. Voilà. Oui, je crois pour donner une indication que le tracteur qui sert à décroûter le sol, qui est utilisé à la ferme de Goema, pour en avoir discuté avec Mamadi, il y a une double tarification pour les gens qui sont à l'extérieur du périmètre, parce qu'il y en a certains qui font du zaï à l'extérieur des périmètres. Là, c'est un petit peu plus cher. Oh, et puis une autre tarification pour ceux qui veulent l'utiliser à l'intérieur du périmètre. Voilà. Et c'est des tarifications qui sont relativement quand même sociales, je dirais. Tout à fait. Je crois que la journée de tracteur sur un champ, ça doit être 7500 francs CFA, je crois. Ouais. C'est-à-dire que si c'est une somme qui est relativement faible, quoi. Ça doit être une quinzaine d'euros, quoi. Mm-hmm. Ouais. Alors que quand vous allez, par exemple, si je peux dire sur le marché, mais enfin, une journée de tracteur, c'est pas moins de 25 000 francs. Donc, le double, quoi. Non, même pas le double, hein, le triple. Voilà. Est-ce que l'État ou le gouvernement a un engagement financier ou de subvention dans la ferme? Je vais vous décevoir en disant non, tout du coup. Une question, hein. C'est pas qu'ils ignorent le bien de ces fermes-là, mais voilà, lorsqu'ils ont des hôtes de marque qui viennent au pays, paf, l'exemple à voir, c'est aller voir la ferme Pilote de Gué, les ministres, des présidents qui viennent, c'est toujours à Gué, mais ils n'ont jamais soutenu la ferme. Voilà, ça c'est le vrai paradoxe là. Et chaque fois, je dis même le prince de Monaco y est venu. Oui. Mais l'État n'a jamais mis un rond. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est dans 30 ans, quand le grillage devra être remplacé, par exemple, quand il y a de la maintenance à réaliser, qui subviendra à ses besoins? OK. Je veux parler. Non. Alors, pour le grillage, il faut savoir que lorsque on met le grillage entre deux lits d'arbres, alors les arbres en croissant vont s'incruster dans le grillage et puis le grillage devient pratiquement, la haie devient pratiquement impénétrable.
Donc Ok. là, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Même 30 ans après, ça est toujours là, intact, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, mais ce que vous dites, c'est la pérennisation des actions. Et il faut vraiment que... bon, l'État ne peut pas subventionner particulièrement notre ferme parce que sinon, il devrait le faire pour tous les autres ONG et associations qui sont dans le pays, ce qui est énorme. Et ça va être des miettes si on doit voter, par exemple, un budget de soutien à ces activités. Ça va être vraiment des miettes qui ne valent pas la peine, quoi. Alors, donc, il faut essayer que chaque système essaie de s'auto-prendre en charge en développant des stratégies et des réflexions autour de ces thématiques que vous évoquez là. Et tu as quelque chose à dire? Oui, oui, non, je sais que par exemple, à Goema, ils commencent à commercialiser un certain nombre de produits au bénéfice de la ferme, en particulier sur la poudre de moringa, sur l'artémisia, sur un certain nombre de choses qui commencent à générer des revenus autonomes. Voilà. Après, l'allocation du matériel, ça peut être aussi une forme de revenu autonome. Voilà, on n'est pas encore sur l'autonomisation complète, mais on est sur des pistes de recherche de solutions pour que les fermes puissent devenir, à terme, plus autonomes qu'elles ne sont aujourd'hui. Je vais être prudent, plus autonomes qu'elles ne sont aujourd'hui. Voilà. Disons que le processus est en marche. C'est en marche. Oui, il y a un petit peu de transformation qui peut être vendue par rapport à certains produits. Et ça se fait dans les autres fermes aussi parce que, bon, par exemple, si on prend celle de Guillet, qui est quand même la pionnière, est-ce qu'elle est plus autonome finalement que les autres? Non, je ne dirais pas ça parce que à Gué, ils ont développé un autre périmètre qui, à terme aussi, effectivement, va contribuer à l'autonomisation. Et ce périmètre-là n'est pas, je vais dire, n'est pas attribué à des paysans, mais on a, par exemple, développé l'arboriculture, on développe des fruits, des arbres fruitiers, on développe la production du miel, on développe des bassins de production comment on appelle ça, poissons, de la pisciculture, voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui se fait. Mais là, il n'y a pas de paysans, c'est la ferme elle-même qui gère ce périmètre-là. Et donc, ces produits-là seront vendus pour effectivement faire une rentrée d'argent. Ouais, juste pour ajouter un tout petit point de détail, parce que cet espace de l'Indy, là, il a une histoire particulière, parce que ça aurait dû être un périmètre bocagé comme les autres, mais c'est un périmètre sur lequel les négociations entre les agriculteurs et les habitants n'ont jamais abouti. Voilà. Et en fait, il y a quand même eu rétrocession d'un terrain à la ferme, amputé de ceux qui ne voulaient pas, et donc même si ce n'est pas un périmètre, les gens l'ont laissé à la ferme pour qu'elle développe des activités particulières. Voilà. En particulier, c'est là qu'il y a un bon peu d'élevage, je crois. C'est ça. Il y a l'élevage là-bas aussi. L'élevage, l'arboriculture. Voilà. Ok, et c'est vrai que bon, tout à l'heure, vous expliquiez bon, le contexte sécuritaire aussi au Burkina fait que peut-être les échanges peuvent être compliqués, mais est-ce que vous avez des demandes, et notamment des pays limitrophes, de structures qui sont intéressées par les démarches parce que tout à l'heure, vous disiez que l'AFD voilà, s'intéresse de près à ce que vous faites, mais est-ce que vous avez été sollicité par des structures, je ne sais pas, togolaises, béninoises, pour venir un petit peu sur le terrain et expliquer la démarche du bocage? Oui, oui, oui. Et je vous étonnerai en vous disant que même en Tunisie, moi, j'y étais. Les Tunisiens aussi, ils ont écrit, nous demandent de venir faire le bocage là-bas. En tout cas, le concept séduit en Afrique. Le Niger, eux, ils sont venus visiter notre ferme de Fili, là, vers Ouéguia, là-bas, et ils sont repartis et ils ont reproduit le bocage à leur manière là-bas. Et moi, avant d'arriver à Terre Verte, j'étais dans une ONG américaine, là, et j'étais parti à une conférence internationale. Et puis, lorsque j'ai regardé les présentations, j'ai vu quelqu'un qui présentait sur le bocage au Niger. Et j'ai dit, mais tiens, comment? Moi, je connaissais bien
le fonctionnement des terres vertes, même si je n'y étais pas, parce que voilà, j'étais vraiment lié à terres vertes, parce que c'était le thème de mon mémoire de master 2 au Mans, c'était sur voilà, ce périmètre, comme vous avez vu. Et donc, j'ai cherché à approcher le communicateur là, et puis je lui ai demandé, parce qu'Henri ne m'avait jamais dit qu'il y avait un bocage au Niger. Et les photos, c'était exactement un peu comme ça. Et donc, ils m'ont dit, non, nous sommes venus en Philly et nous sommes venus, nous avons le produit. Parce qu'ils ont demandé, nous, on ne vient pas, mais ils ne vont pas se croiser les bras et puis s'asseoir. Ils ont fait à leur manière leur bocage et ils ont dit, c'était très bien. Ils ont présenté ça comme une expérience réussie. Donc, le Mali, on a travaillé avec eux aussi là-bas. Il y a même actuellement un Malien qui est chez nous à Terre Verte, à Gué, voilà, et qui vient encore s'impliquer davantage pour que dans le futur, il puisse vraiment être un ambassadeur du bocage là-bas. Lui, il est vraiment passionné de ça. Donc, on a beaucoup de demandes. Et si on avait des financements conséquents, en tout cas, je me demande si on pourrait faire face vraiment même à la réalisation de ces choses-là dans ces pays-là. Oui, parce que vous accueillez au sein des fermes, vous accueillez des stagiaires aussi, c'est ça? Oui. Enfin, il y a des stagiaires qui peuvent venir effectivement des pays, d'autres pays, voir un petit peu comment ça se passe. Oui, oui, oui. Il n'y a pas longtemps, même il y a des Français qui venaient même faire des séjours prolongés là-bas, 2, 3 mois, 6 mois. Donc vraiment, c'est le contexte sécuritaire qui a mis fin à ces choses-là. Oui. On a aussi une autre question concernant en fait quel est un ordre d'idée un petit peu sur le budget annuel pour le fonctionnement de la ferme, hein, puisque donc vous avez des partenaires financiers, des ONG ou des structures diverses, des fondations, mais quel est à peu près le coût annuel? Ça, c'est difficile parce que je suppose que ça dépend des fermes aussi. Exactement. Ça dépend des fermes. Voilà, par exemple. Bon, je ne veux pas m'aventurer en vous donnant des chiffres, mais je n'ai pas vraiment un chiffre exact en tête. On était en train de faire ce calcul-là il y a quelques temps, là, mais je ne l'ai pas en tête, franchement. Je ne l'ai pas en tête. Je m'excuse. Là, c'est difficile, je pense que c'est difficile de l'évaluer parce que c'est effectivement variable d'une ferme à l'autre. Il y a des fermes qui sont encore en devenir, quoi, je veux dire, comme à Barga ou à Togo. À Togo, qui sont encore des petites structures, quoi. Donc ça varie. Par exemple, à Guié, il y a un budget relativement important, mais c'est aussi porté par plein d'associations qui interviennent dans le domaine de la scolarité, de l'aide à l'enfance, etc. Et tout. Donc, et après, il faudrait dissocier du budget ce qui est vraiment lié techniquement au seul fonctionnement agricole. Voilà, ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Moi, je peux juste donner un exemple, puisque nous, on a un partenariat avec la ferme de Goema. Nous, en tant qu'association Lorraine, on verse au crédit de fonctionnement l'équivalent de 10 000 € par an. Voilà. On n'est pas tout à fait les seuls, mais on est le principal bailleur aujourd'hui de la ferme de Goema. Voilà. Ça donne un ordre d'idée, quoi. Mais en même temps, il y a pas mal de personnel sur la ferme. C'est ça. Voilà, le personnel, ça varie d'une ferme à l'autre. Voilà. Il y en a qui ont peut-être 30 personnes, il y en a qui ont peut-être 20. Donc, bon, on a à peu près aussi du salaire de certains. Par exemple, moi, mes chiffres que j'ai là ont trait à l'animation. Et voilà, donc, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas vous donner avec exactitude, quoi. Ouais. Oui, Edith. Oui, moi je voulais dire, si les gens ont envie de connaître les financements, tout ça, dans leur rapport annuel régulier, il y a tout, à la fin du rapport annuel où ils racontent ce qu'ils ont fait dans l'année et tout, il y a toutes les revenus, les dépenses, tout ça, tout est très clairement expliqué. Alors, on peut toujours aller, c'est sur Internet. Terre Verte, les rapports annuels de chacune des fermes est donné avec toute leur comptabilité.
Le site Voilà. s'appelle Eau Terre Verdure. Oui, je viens de mettre le lien dans la conversation si vous êtes intéressé. Mais c'est vrai que oui, effectivement, bon, il y a dans les fermes, il y a le volet agricole, et ensuite, c'est vrai que dans certaines fermes, il y a aussi à côté le volet scolarité. Bon, à Goema, voilà, il y a le collège aussi qui a été mis en place. Enfin voilà, il y a un développement aussi social qui accompagne Il y a un volet santé, souvent aussi. et un volet santé aussi, oui, effectivement. Donc bon, voilà, ça ne se limite pas qu'au champ, effectivement, agriculture et mise en culture des parcelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je m'avais permis de revenir sur la forme juridique, parce qu'on est en train de démarrer un projet au Cap-Vert, où on a une problématique à peu près identique, c'est que les terrains appartiennent à des particuliers, des privés. Et vous disiez que vous arriviez à sécuriser le projet malgré le fait que les propriétaires restaient des particuliers. Mais j'ai pas compris le schéma pour sécuriser le projet. Non, mais c'est dit que le fait qu'on arrive à délimiter un périmètre et que l'on aménage, les populations se le sont appropriées. Donc, même si juridiquement, il n'y a pas un texte qui, effectivement, donne la propriété au groupement foncier, parce que cette forme n'existe pas d'abord dans notre législation, et je disais qu'il serait difficile à un gouvernement de venir déguerpir ou bien détruire le périmètre, parce que les populations vont s'organiser et vont résister à ça. Maintenant, quand ce n'est pas organisé, et ce que j'ai dit, et les sociétés immobilières qui viennent lorgner sur les terres vides, parce que une famille peut dire, ben, je peux avoir jusqu'à 100 hectares. Ils vont dire, bon, moi, je donne ça à telle société, etc. Mais ils ont vu que ça n'a pas d'avenir, parce que les sociétés immobilières viennent, elles prennent vos terrains, ils font de la spéculation, mais dès qu'ils ont fini comment on appelle, de valoriser, de mettre des villas, etc., ben, vous n'avez plus rien. Ils n'ont plus rien, ces populations-là. Donc, on leur donne de l'argent, mais c'est dépensé de manière gabégique, et puis ils restent toujours au même niveau, ils n'ont pas évolué. Et donc, ils ont compris que il faut, la meilleure manière de sécuriser, entre guillemets, leur terre, c'est de faire un périmètre. Et quand une société immobilière vient, elle voit que c'est des champs qui sont dessus, etc. Parce qu'ils mettent en commun ces terrains-là. Chaque famille dit, bon, moi je donne tant d'hectares, tant d'hectares, tant d'hectares, et c'est mis en commun. Et personne, chacun abandonne, comment je peux dire ça, des revendications ou bien, voilà, sur la parcelle qu'il a donnée. Donc, ce sont une forme de d'honneur, déclaration sur l'honneur des familles. Personne ne reviendra un jour remettre ça en cause, même si c'est dans 100 ans. Donc, voilà, et c'est ça, je dis, ça va être difficile qu'on vienne les déménager sur un terrain déjà aménagé pour l'agriculture. Et encore, ça sera scandaleux dans un pays en développement comme nous, où vraiment l'agriculture, le développement agricole est le pilier du développement, que l'État vienne saccager des périmètres aménagés pour mettre une quelconque activité. Voilà. Ok, c'est complexe, mais c'est clair. Je crois aussi qu'il faut se rendre compte qu'on est dans du droit foncier assez particulier au Burkina, qui est un droit qui est plus un droit, je dirais, communautaire qu'un droit encadré par un cadastre officiel. C'est-à-dire que dans les villages, il y a ce qu'on appelle des fonctions de chef de terre qui sont chargés de répartir les terres entre les familles. Donc, on a les paysans plus une espèce de propriété d'usage de la terre qu'une propriété pleine et entière. Donc, et puis, le deuxième truc, c'est que les périmètres sont souvent installés sur des terres qui ont été abandonnées. C'est-à-dire qu'elles sont théoriquement la propriété de certaines familles, mais en fait, on les a abandonnées parce qu'elles sont tellement dégradées qu'elles ne sont plus mises en culture. C'est là le pari qui est intéressant dans le bocage, c'est qu'on est en train de remettre en route des terres qui ont été abandonnées complètement.
Donc, ce qui fait que dans les groupements fonciers qui se constituent, bien sûr, il y a les propriétaires théoriques, tout en étant propriétaires d'usage des terrains qui doivent s'entendre pour mettre ça dans un groupement foncier et qui ensuite est repartagé entre différentes familles. Alors, bien sûr, il y a une priorité qui est laissée en général aux anciens propriétaires d'avoir des lots dans le périmètre, mais en même temps, on va chercher à intégrer d'autres personnes. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais on part de presque rien, quoi. On part surtout d'un pays où le droit foncier est très différent de ce qu'on peut connaître, nous, en Europe, ou même dans d'autres pays. Je pense qu'au Cap-Vert, il y a peut-être un cadrage sur le droit foncier qui est peut-être un petit peu différent, lié à la colonisation portugaise. Mais... Oui, c'est ça, oui. C'est très, très assimilable au droit européen, oui. En tout cas, le territoire du Cap-Vert se prêterait très bien à nos périmètres bocagers. Parce que c'est pratiquement des IPD là-bas. Je ne connais pas bien, mais on m'a dit que c'est vraiment comme un rocher. Hein. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a un gros stress hydrique et oui, il y a des problèmes différents encore. C'est que les terres sont saumâtres. Et voilà. Et donc, du coup, il y a des grosses problématiques de trouver des terrains qui sont encore exploitables et de les exploiter avec une hygrométrie qui est quasi proche du nul, quoi. Ok. Merci. C'est un sacré défi. Ouais. Oui. Ouais. Il y a de bonnes idées là dans le bocage. C'est à creuser. Ouais. En tout cas, c'est comme vous dites, il y a des idées parce que souvent, dans les villages, ceux qui n'ont pas accès au périmètre, quand même prennent une idée, une innovation du bocage qu'ils appliquent dans les champs qui sont hors des périmètres. Voilà, il y en a qui peuvent faire des tranchées, des diguettes pour recueillir l'eau. Il y en a qui vont faire du paillage. Voilà, il y en a qui vont mettre du compost, etc. Et le concours, on a même un concours pour galvaniser ces gens voilà, qui sont hors périmètre. On fait un concours spécial ZAI. Les ZAI, c'est les trous qu'on creuse, etc. Donc, on évalue les champs de ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre. Et souvent, il y en a qui sont à l'extérieur du périmètre qui ont de bons rendements, de bons champs, mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Éric, tu souhaites apporter des précisions? Non, pas spécialement. On n'a pas la chance toujours d'avoir Alain sous le coude, mais quelque part, s'il y a des gens qui ont des questions complémentaires à nous poser après, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on peut vous donner éventuellement des renseignements, des liens. On a mis pas mal de fiches techniques sur le bocage en ligne sur notre site. Et on essaye de diffuser de l'information au maximum sur ces techniques et sur d'autres techniques agroécologiques, quoi. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, en principe, sur le site, vous trouverez nos numéros de téléphone. On est tout à fait apte à dialoguer avec des gens qui se poseraient des questions après la diffusion de ce documentaire et l'intervention d'Alain. Mais pour nous, c'était utiliser le passage d'Alain à Lorraine pour essayer d'avoir une petite radio tam-tam sur... voilà. Et puis, on est toujours ouvert à toutes les collaborations possibles avec d'autres associations sur le financement des fermes pilotes, voilà, des choses comme ça. Voilà. Je vous reverrai de toute façon le petit PowerPoint avec les liens du film et puis les coordonnées aussi de Mille Écoles et voilà, je vous laisserai les... Dire, parce que, on l'évoquera dans nos réunions demain, mais il se trouve que la FAO a fait cette année 2023 l'année du mil, et que c'est l'essentiel de la production dans les fermes et dans les périmètres, c'est basé sur une agriculture vivrière à base des milles, différents types de milles. Et c'est important que la FAO en ait fait un axe de travail cette année pour réhabiliter quelque part le mil, la nécessité de culture du mil, sachant même que ça commence à intéresser
le sorgho, c'est du mil. Hein. Ça commence à intéresser même des agriculteurs en Europe qui, face au stress hydrique, se disent que la résistance du sorgho à l'absence de précipitations ou à la décrue des précipitations est exemplaire et commencent à introduire du sorgho dans leur système de culture, même en Europe. Quoi. Même si on l'utilise en plante fourragère, je pense surtout en Europe, alors qu'elle est surtout plante alimentaire. Tout à fait. Oui. On espère qu'il y aura des initiatives qui seront prises dans le cadre de cette année pour promouvoir au mieux le mil et toutes les vertus de cette céréale. On ne le dit pas assez, mais les capacités nutritionnelles du mil sont supérieures aux capacités nutritionnelles des autres céréales. Et c'est un drame, quelque part, que recul quelque part de la consommation du mil dans les pays africains avec des importations de céréales classiques, quoi, de céréales type blé ou maïs, alors que quelque part, on a un potentiel. Quoi. Pour avoir discuté avec des paysans sur la ferme de Goema, ils nous disaient en période de culture, moi, je ne mange pas à riz, je ne mange pas à pain, je mange mil. Parce que tout d'un coup, le mil, ça me donne beaucoup plus de force pour travailler. Quoi. Exact. Et effectivement, le mil, si vous prenez sur le marché maintenant, le mil, l'hectare de mil est tout aussi rentable que l'hectare de coton. Le coton qui est une culture destructrice comme vous le connaissez. Parce que c'est beaucoup utilisé maintenant. En ville, les gens commencent à comprendre. Donc, le besoin est très énorme. Et ça fait. Dès que tu cultives du mil, tu ne peux pas. Tu as de l'argent. Hein? Les gens ont compris ça maintenant et beaucoup encore retournent là-bas. Oui, c'est au Burkina, on en consomme beaucoup. Enfin, c'est pas, après, bon, effectivement, ça dépend des zones. Moi, j'en discutais avec mes collègues au Togo et au Bénin, où, bon, dans les régions dans lesquelles ils se trouvent, c'est pas la céréale qui est privilégiée, quoi. Mais le maïs là-bas. Ouais, il y a le Bénin, maïs, bon, puis au Togo, riz. Mais effectivement, peut-être qu'au Burkina, c'est vraiment la céréale qui est la plus consommée. Burkina, Mali, Niger, le Sahel, Tchad, etc. C'est le mil, quoi. Oui, mais parce qu'effectivement, c'est certainement celle aussi qui s'adapte le mieux aux conditions pédoclimatiques. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est bon pour tout le monde. Ben, je vous remercie beaucoup. Alain, merci de vous être rendu disponible. Bon, je pense qu'on continuera à parler du bocage, notamment via la commission agriculture de GESCOD, auquel Eric participe régulièrement. Donc voilà. Et puis, alors, sans trop spoiler, pour ceux qui qui participent au festival alimentaire, qui pour rappel est un festival de films documentaires sur le droit à l'alimentation pour tous. Bon, en ce moment, la sélection est faite. Il y a les négociations qui se font auprès des maisons de production. Mais il y aura un film sur le bocage. Alors en Belgique, qui s'appelle Les Agités du bocage. Mais qui pourra aussi être mis en parallèle avec ce qui se fait au Burkina et de la nécessité justement et de l'importance de la mise en œuvre du bocage et de la préservation en tout cas du bocage chez nous. Je vous remercie. Donc je vous envoie tous les éléments et puis les contacts. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.